Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices, je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac Français. Je m'appelle Arthur et je voudrais prendre quelques secondes avant le début de cet épisode pour vous présenter mon site internet aufonddelaclasse.com. Vous pourrez y retrouver des conseils de méthode et d'organisation, des choses simples, efficaces pour être prête le jour J. Des cours aussi sur les œuvres au programme qui correspondent aux épisodes de ce podcast. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast et des épisodes, aufonddelaclasse.com. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, je vais vous présenter les lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny et le parcours au programme, un nouvel univers s'est offert à mes yeux. Françoise de Graffigny naît en 1695 à Nancy en Lorraine et meurt à Paris en 1758. Et dès qu'on commence à parler d'elle, on se heurte à un paradoxe qui mérite vraiment qu'on s'y arrête un peu. Elle est l'autrice d'un des plus grands best-sellers du XVIIIe siècle, plus de 130 éditions, des traductions en 9 langues, un triomphe immédiat dès la parution en 1747. Et pourtant, elle est tombée dans un oubli presque total pendant 2 siècles, avant d'être redécouverte en quelque sorte dans les années 1980 par une branche des études littéraires qu'on peut dire féministe et qui a eu à cœur de révéler ou en tout cas de remettre au grand jour des grands succès écrits par des femmes ou des livres qui n'avaient pas forcément autant de succès écrits par des femmes et qui étaient tombés dans l'oubli. Alors ce paradoxe, il dit déjà quelque chose d'essentiel sur le roman lui-même et sur ce qu'il porte. Sa vie personnelle, d'ailleurs, en tant que femme en particulier, éclaire directement son œuvre. Françoise de Graffigny est mariée à 17 ans à un mari qui se révèle violent. Elle réussit à divorcer, ce qui est excessivement rare, après des années de déclassement et d'humiliation sociale. Elle est ensuite accusée, à tort, d'avoir divulgué des manuscrits de Voltaire lors d'un séjour chez lui, à Cirey, et elle se retrouve seule et sans ressources à Paris. Et c'est dans ce dénuement à peu près total qu'elle commence à écrire. Et quand on sait tout ça, on lit le roman un peu autrement. Vous le verrez, comme Zilia, son héroïne, Françoise de Graffigny connaît l'exil, la précarité et aussi l'art de reconstruire sa vie par son intelligence et aussi par le langage. Il y a entre l'autrice Françoise de Graffigny et son personnage une parenté profonde sur laquelle on reviendra à la fin de cette série d'épisodes. Alors le roman paraît en 1747, d'abord anonymement. Et pour la deuxième édition, en 1752, Graffigny y met son nom. Et surtout, on en reparlera, elle ajoute 4 lettres qui renforcent considérablement la portée critique, on pourrait dire aujourd'hui argumentative de l'œuvre. C'est cette édition de 1752, donc la deuxième, enrichie de ces 4 lettres, qui est à notre programme, et ces ajouts, je le répète, ne sont absolument pas anodins. Alors, les lettres d'une péruvienne, elles racontent l'histoire de Zilia, une jeune vierge du soleil, une prêtresse inca, du Pérou donc, qui est consacrée au culte du soleil, au culte solaire. Et elle est arrachée, enlevée, le jour même de son mariage, de ses noces, par des conquistadors espagnols, puis ensuite emmenée en France par un officier de marine, le chevalier d'Éterville. Elle apprend en France la langue française, elle observe avec un regard entièrement étranger, évidemment, la société de Louis XV, qui est bien différente de celle qu'elle connaît dans le royaume inca au Pérou, et elle finit par construire une existence libre, solitaire, en refusant un mariage que lui propose d'Éterville, et en tournant la page de sa passion pour Asa, qui apparaît dès le début, qui est son fiancé inca, qui l'a trahi. Et maintenant, donc, la forme. Le roman est un roman épistolaire, c'est-à-dire un roman qui est fait de lettres. Mais avec une particularité qui est très importante pour nous, c'est que c'est un roman épistolaire monodique, comme on dit. C'est-à-dire qu'on n'entend qu'une seule voix, celle de Zilia. Il n'y a pas de lettres écrites par d'autres locuteurs. 41 lettres écrites par elle, sans qu'une seule réponse soit jamais transcrite. Il y a un mot qui est connu d'un critique littéraire bien connu des spécialistes de la littérature, qui s'appelle Jean Rousset, qui a parlé d'un duo dont on n'entend qu'une seule voix. C'est une formule qui est utile parce que c'est vraiment quelque chose d'important. On le retrouvera un peu plus tard dans les lettres du jeune Werther, dans les souffrances du jeune Werther de Goethe, un roman qui marquera en profondeur l'Europe du début du romantisme. Montesquieu
avec les lettres persanes en 1721, distribuait, lui, la parole entre plusieurs correspondants, des Persans qui se promenaient en Europe et qui, les uns les unes avec les autres, s'envoyaient des lettres pour se raconter un petit peu ce qu'ils voyaient, alors qu'ils et elles n'étaient pas forcément dans les mêmes endroits d'Europe. Françoise de Graffigny, elle concentre donc tout dans une conscience unique, celle de Zilia. Alors, les lettres, elles sont adressées à Asa, le jeune prince inca, son fiancé, son ancien fiancé. Mais Asa, on peut le dire, n'est qu'un destinataire qui sert de relais, parce qu'il est là pour permettre à Zilia de parler, mais il n'est jamais là pour répondre. Et donc on peut se dire que les vrais destinataires, eh bien, ce sont les lecteurs, les lectrices des Lumières, et puis évidemment, aujourd'hui, nous-mêmes. Et il y a donc une espèce de double énonciation dans ce roman, pour emprunter un terme des études théâtrales. Zilia écrit à Asa, mais c'est en réalité au public, à nous, qu'elle parle. Et il faut le dire clairement, je l'ai déjà un peu suggéré avant, avec cette histoire d'ajout des 4 lettres supplémentaires dans la deuxième édition, ce roman est bien autre chose que ce qui paraît au début, c'est-à-dire un roman d'amour. Il n'est pas peut-être prioritairement un roman d'amour, et en tout cas, le programme, en le plaçant dans l'objet d'étude littérature d'idées, nous invite à le voir un peu autrement, c'est-à-dire comme un roman qui défend une certaine vision du monde, qui défend des idées. Et Françoise de Graffigny l'a elle-même formulé, d'ailleurs, en disant que c'était une espèce de costume que ce livre pour s'attaquer à des idées, pour combattre une certaine vision des choses et du monde. Et dans ce sens, le Pérou n'est pas vraiment une étude documentaire, enfin n'apparaît pas dans ce cadre-là sur la civilisation inca, par exemple, mais comme un prétexte qui permet de faire parler une étrangère sur la France. Ce que pointe le regard de Zilia, c'est l'incohérence, l'hypocrisie, la fausseté de la société française, pour en dire déjà quelques mots. Dans ce sens, c'est un roman épistolaire et philosophique, et c'est bien pourquoi il figure au programme de la littérature d'idées. Alors, le parcours, vous l'avez compris déjà, un nouvel univers s'est offert à mes yeux. La citation vient de la lettre 18, et il faut absolument d'ailleurs la lire dans son contexte immédiat. Ce parcours, il nous invite à voir précisément un regard étranger qui sert à Françoise de Graffigny à montrer quelque chose de particulier sur la France qu'elle connaît et que nous, lecteurs, lectrices, on connaît aussi au XVIIIe siècle ou avec notre regard d'aujourd'hui. Mais donc en passant par un regard naïf, innocent et qui va pouvoir s'étonner des choses qu'elle trouve, puisqu'il s'agit de Zilia, en observant tout simplement les mœurs des Françaises et des Français. La phrase apparaît donc dans ce contexte-là. À mesure que j'en ai acquis l'intelligence, c'est-à-dire du français, que je comprends la langue, un nouvel univers s'est offert à mes yeux. C'est donc en ayant la possibilité de comprendre les gens par leur langue que ce nouvel univers s'est présenté à ses yeux. Mais la suite immédiate de cette citation, juste après cet extrait-là, tempère tout enthousiasme, puisqu'on lit « Les objets ont pris une autre forme, chaque éclaircissement m'a découvert un nouveau malheur ». Donc, ce nouvel univers, il est d'abord douloureux. Comprendre le français, c'est comprendre que la France est à une distance infranchissable du Pérou, qu'Asa est perdu, que la société dans laquelle Zilia se trouve est organisée aussi sur le mensonge. La connaissance, en fait, elle entraîne d'abord la désillusion. Et c'est cette tension-là entre l'émerveillement et la déception, entre l'ouverture du monde et la douleur de le comprendre, qui est sans doute au cœur du parcours. Le roman, je l'ai un peu suggéré un petit peu avant, se divise en 5 grandes étapes. Dans les 10 premières lettres, c'est la capture, bien sûr, le voyage. Zilia écrit encore en quipos, c'est-à-dire une sorte de cordelette à nœuds qui constitue l'écriture inca, et dans une langue qui est incompréhensible par ses ravisseurs. Ensuite, de la lettre 11 à la lettre 17, c'est l'installation chez les d'Éterville, les premières observations de la société française. Puis vient ensuite, entre les lettres 18 et 23, un tournant, le séjour au couvent, l'apprentissage de l'écriture française aussi. Entre les lettres 24 et 34, c'est le cœur de la critique sociale, qui est à la fois
ethnographique, on peut dire, une étude de la France comme un peuple, une civilisation, et aussi féministe, on aura l'occasion d'en reparler, alors que la fin des lettres 35 à 41 marque l'émancipation de Zilia dans la petite maison, on y reviendra aussi. Cette progression, elle est significative. D'abord, elle trace le parcours géographique de Cilia, évidemment, mais aussi et surtout, elle trace son parcours intellectuel. C'est-à-dire qu'on passe de la femme de lettres d'amour à la femme de lettres philosophiques. Et c'est précisément cette progression vers la lucidité qui est l'histoire que raconte ce roman. Alors, dans les prochains épisodes, on va suivre cette trajectoire pas à pas en s'arrêtant sur des grands moments du roman. On commencera par voir comment Françoise de Graffigny attire son lecteur par le roman d'amour et par le dispositif de la monodie épistolaire de ces lettres d'une seule personne qui ne sont envoyées à un destinataire qui ne répond pas. Et puis on s'intéressera au regard étranger, évidemment, c'est ce que le parcours nous invite à faire, ce regard de Zilia face à un monde inconnu et la manière dont ce regard fonctionne. On verra Zilia en journaliste, en quelque sorte, en nouvelliste, comme on dit au XVIIIe siècle, c'est-à-dire celle qui envoie à son correspondant les nouvelles du monde qu'elle traverse, et on étudiera les portraits, les anecdotes par lesquelles les idées du roman prennent forme. Ensuite, on s'arrêtera un petit peu plus longuement sur la critique de l'hypocrisie sociale, de la religion aussi, et celle de la condition féminine, celle de la condition donc des femmes en France à l'époque contemporaine de Françoise de Graffigny, et c'est là évidemment qu'il y aura des éléments probablement liés à sa biographie. En tout cas, tout ça est vraiment au cœur de la portée philosophique de l'œuvre. Et puis on verra enfin comment le style de Zilia évolue d'une certaine prudence face à ce qu'elle observe à une manière beaucoup plus affirmée d'évoquer des choses sur la société française. Et puis on s'arrêtera sur la dimension de récit de voyage avant de terminer sur la fin du roman, c'est-à-dire un choix de la liberté, du simple plaisir de vivre, et qui est peut-être la leçon la plus importante de tout le texte. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous pour cette présentation des lettres d'une péruvienne. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor.